Bonjour, je suis Rowana. On lui a dit, restez dans le salon, maman. Nous reviendrons vous chercher après l'enregistrement. Mais ils ne l'ont jamais fait. Ils sont montés à bord du vol pour Hawaï sans elle. Sans un seul regard en arrière. 9 heures, pas d'appel, pas de SMS, juste le silence, comme si elle n'avait aucune importance. Comme si elle était un bagage oublié par quelqu'un. Et moi. J'ai renoncé à un accord de 26 millions de dollars juste pour m'asseoir à côté d'elle. Mais qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Ils ne l'ont jamais vu venir. Avant de commencer, dites-moi, à quelle heure écoutez-vous Ceci est d'où? Laissez-le dans les commentaires. Cette histoire, elle pourrait vous rappeler quelqu'un, ou peut-être que c'est un avertissement. Quoi qu'il en soit, vous ne l'oublierez pas. Les lundis matins suivaient généralement un rythme fiable. Le brouillard de Seattle s'enroulait bas sur la baie. Le bourdonnement du trafic matinal pulsait sous mon appartement, et mon cappuccino refroidissait toujours plus vite que je ne pouvais le finir. Je venais de raccrocher après un appel à enjeux élevés avec un investisseur new-yorkais concernant une fusion lorsque mon téléphone personnel s'est allumé. Salut, juste pour info, nous partons aujourd'hui. Tout va bien. Un SMS de Calista. Court, vague, typique d'elle. Pas de chaleur, pas de détails, juste le genre de communication à moitié faite qu'elle avait maîtrisée au fil des ans. Je l'ai regardé, pensant que cela signifiait probablement qu'elle et Joran emmenaient notre mère à son rendez-vous chez le médecin ou peut-être pour une course familiale de dernière minute. Je n'ai pas demandé. J'avais appris cela. Ce que je ne savais pas, ce que je n'aurais pas pu savoir, c'est qu'à ce moment précis, ma mère était assise tranquillement dans un fauteuil en cuir marron à l'intérieur du salon de SeaTac, les mains soigneusement croisées sur ses genoux, le regard fixé sur les portes vitrées coulissantes comme si elles allaient s'ouvrir à tout instant. Elle souriait toujours quand la première heure s'est écoulée. On lui a dit, restez ici, maman. Nous viendrons vous chercher après l'enregistrement. Odessa, que Dieu la bénisse, les avait crus. Bien sûr qu'elle l'avait fait. C'était dans sa nature, confiante, douce, indulgente d'une manière qui n'avait pas sa place à notre époque. Elle les avait embrassés en partant avec cette affection douce et patinée que seule une femme qui avait élevé 3 enfants pouvait porter. Elle a serré sa vieille veste autour de ses épaules, est restée immobile, et a attendu. Le salon s'est rempli. Des gens se sont précipités avec des bagages à main, des écouteurs et des frappuccinos. Les vols du matin pour Los Angeles et Dallas sont partis et venus. Toujours, elle était assise, son sac sur ses genoux comme une bouée de sauvetage. Pas de billets en main, pas de valise, juste elle. À un moment donné, le personnel l'a remarqué. Un jeune agent de compagnie aérienne, au visage frais, peut-être 22 ans, s'est penché et a demandé gentiment, « Madame, attendez-vous quelqu'un ?» « Oui, » dit-elle, avec un sourire qui se fissurait sur les bords. « Mes enfants sont en train de s'enregistrer. Ils reviennent tout de suite. » Elle l'a dit comme une promesse. L'agent est revenu 1 heure plus tard. L'inquiétude remplaçant le protocole. Odessa a donné la même réponse, un peu plus doucement cette fois. Il a hoché la tête mais ne s'est pas éloigné. Au lieu de cela, il a parlé à un autre agent. Ils ont vérifié les journaux de bord des vols. C'est alors que c'est arrivé. Il est revenu, s'est assis à côté d'elle et a dit doucement, « Madame, vos enfants sont montés à bord d'un vol pour Honolulu il y a 6 heures. » Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Rien n'est sorti. Son corps n'a pas bougé. Juste ses mains, tremblant légèrement, ses yeux ont cherché l'entrée comme si elle ne le croyait pas. Puis la couleur a disparu de son visage, et quelque chose en elle s'est refermé comme un livre. Je ne savais rien de tout cela. J'étais de l'autre côté de la ville, debout à la tête d'une longue table de conférence en acajou, expliquant la protection fiscale à un groupe de capital risqueurs lorsque mon téléphone personnel a sonné à nouveau. Numéro inconnu. Normalement, je n'aurais pas répondu, mais quelque chose en moi, je ne sais pas. J'ai décroché. Bonjour. Est-ce bien Madame Rowana Morgan? Oui. Ici le service client de l'aéroport SeaTac. Nous avons votre mère avec nous. Elle est ici depuis la majeure partie de la journée. Seule. Je n'ai pas respiré pendant plusieurs secondes. Que entendez-vous par seul, ai-je demandé, la voix déjà froide. Elle a dit que ses enfants lui avaient dit qu'ils s'enregistraient, mais qu'ils n'étaient jamais revenus. Nous avons vérifié la liste des passagers. Ils sont montés à bord d'un vol pour Hawaï tôt ce matin.
L'air s'est échappé de la pièce. J'ai entendu quelqu'un lors de la réunion dire « Rowena, ça va ». Mais c'était du bruit de fond. J'ai attrapé mon sac, j'ai dit « Urgence », et je suis sorti sans un regard en arrière. J'ai traversé la circulation du centre-ville à toute vitesse, les mains tremblant au feu rouge. Ma mère n'était pas oublieuse. Elle n'était pas délirante. Elle avait 72 ans, oui, mais son esprit était vif, sa mémoire meilleure que la mienne la plupart du temps. Et pourtant, ils l'ont laissé. Juste laissé comme un bagage qui ne respectait pas la limite de poids. Je me suis souvenu du dernier Thanksgiving, Calista avait dit, en riant, elle oublie tellement de choses ces jours-ci. Je suis surprise qu'elle se souvienne de son propre anniversaire. Joran avait levé les yeux au ciel. Elle n'est pas si mal. Mais soyons honnêtes, elle nous ralentit. Et Luther, mon beau-père, qui avait jadis conquis notre maison avec ses bottes lustrées et sa langue d'argent, s'est contenté de siroter son vin et de murmurer « Elle est vieille ». Elle ne s'en souviendra pas, il pensait que cela n'avait pas d'importance. Mais je me souvenais. Chaque petite pique, chaque rejet silencieux, chaque fois qu'ils oubliaient de l'inclure dans les appels familiaux ou réservaient accidentellement des vacances sans chambre supplémentaire. Ce n'était pas un coup de chance. Ce n'était pas une erreur. C'était un plan. Je connaissais ma famille maintenant, et je savais qu'ils n'avaient aucune honte. Alors que je filais sur LI5 vers l'aéroport, je me suis murmuré encore et encore, va juste la chercher. Va juste la chercher. Feu rouge, je me parlais à voix haute, reste calme. Elle va bien. Va juste la chercher. Mais ma voix s'est cassée à mi-chemin de cette phrase. Plus je m'approchais du terminal, plus il devenait difficile de respirer. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures devenaient blanches. Je ne cessais de voir son visage, doux, gentil, toujours en attente. Je me suis souvenu de ses mains, chaudes et stables, guidant les miennes alors qu'elle m'apprenait à faire des tresses pour la première fois dans notre vieille cuisine. Elle disait, l'attention à la racine, ma chérie. Douce mais ferme. Maintenant, c'était moi qui me défaisais. Je n'ai pas pris la peine de trouver une place. Je me suis juste arrêté rapidement dans le parking de courte durée et j'ai laissé le moteur tourner derrière moi. Je n'ai pas payé. Je n'ai pas regardé en arrière. Mes talons ont frappé le béton avec force alors que je me précipitais dans le terminal, le bruit de mes pas résonnant à chaque pas. Les gens se déplaçaient autour de moi, roulant des valises, parlant dans des écouteurs, sirotant du café. Leur monde continuait de tourner. Le mien s'était rétréci à une seule image, elle. J'ai passé la porte et je l'ai aperçue de l'autre côté du salon, recroquevillée comme quelque chose d'abandonné. Sa veste avait glissé de son épaule, et ses joues semblaient pâles, plus minces d'une certaine manière. Elle était plus petite que je ne m'en souvenais, fragile d'une manière qui me tordait l'estomac. Une tasse en papier était à côté d'elle, intacte, comme si elle ne lui faisait même pas confiance. Ses yeux clignaient lentement, non focalisés, et pendant un moment, elle a juste regardé droit devant, comme si rien autour d'elle ne lui appartenait plus. Puis j'ai vu ses lèvres bouger. Oh, Rowena. C'était à peine plus qu'un murmure. Je me suis figé. Ma poitrine s'est serrée. Ce son, incertain, presque enfantin, m'a coupé le souffle. J'avais vu ma mère forte, têtue, et même sarcastique, mais jamais comme ça. Jamais aussi perdue. Je me suis laissé tomber à côté d'elle, les genoux sur ce tapis industriel. Maman, c'est moi. Je suis là. Elle a touché ma joue comme si elle devait être sûre que j'étais réel. Ses doigts étaient froids. Je pensais qu'ils s'enregistraient juste. J'ai enroulé mes bras autour de ses épaules, et j'ai senti à quel point ses os pressaient à travers le pull. J'ai dégluti fort. Ils t'ont menti. Ils t'ont laissé. Mais je suis là maintenant. Sa tête s'est appuyée sur ma poitrine, et pendant un moment, nous sommes restés assis comme ça. Un étranger est passé, a ralenti, a regardé, puis a continué son chemin. Je l'ai aidé à se lever, en faisant attention à ses articulations, et j'ai glissé mon propre blazer sur ses épaules. Elle tremblait encore. J'ai passé mon bras autour de sa taille, la guidant vers la sortie du terminal. Puis je me suis arrêté et j'ai sorti mon téléphone. J'ai tapé vite, les doigts tremblants. Où êtes-vous? Savez-vous que vous l'avez laissé ici pendant 9 heures? La réponse n'est pas venue tout de suite. Nous avons atteint l'ascenseur, j'ai écrit silencieusement. Elle s'appuyait légèrement sur mon bras,
comme si elle ne pouvait pas se tenir droite longtemps. Au moment où nous sommes arrivés sur le trottoir dehors, mon téléphone a vibré. Calista, n'en fais pas une histoire. Maman fait toujours ça. Je l'ai lu une fois, puis encore. Maman fait toujours ça. J'ai fixé l'écran, les mots brûlant mes yeux comme de l'acide, la cruauté désinvolte. Comme si Odessa était un vieil appareil qui continuait de buguer. Ceci, ce n'est pas maman, pas elle, même pas son esprit. Juste ceci. J'ai mordu fort ma lèvre pour ne pas crier devant ma mère. Tu vas bien, bébé? Demanda-t-elle, touchant mon bras. J'ai forcé un sourire. Sortons d'ici. À l'intérieur, cependant, je n'allais pas bien. Je tremblais. Le voiturier m'a appelé, disant que j'avais mal garé, mais je l'ai ignoré. Je l'ai installé dans la voiture, j'ai bouclé sa ceinture comme si elle avait 5 ans à nouveau. J'ai glissé une bouteille d'eau à côté de son siège et j'ai doucement tapoté sa main. C'est alors qu'une voix derrière moi a appelé « Madame ». Je me suis retourné. L'un des membres du personnel du salon de tout à l'heure, petit avec des lunettes épaisses et un cordon bleu, s'est approché prudemment. J'ai vu ce qui s'est passé. Je voulais juste dire que si vous voulez voir la séquence de sécurité, nous pouvons vous montrer ce qui s'est passé ce matin. C'est le protocole, parfois, il est utile de documenter les choses. J'ai marqué une pause, puis j'ai hoché la tête. Il m'a ramené dans un couloir du personnel dans une pièce calme avec une douzaine de petits moniteurs. L'un d'eux avait une vidéo horodatée mise en file d'attente, et la voilà, parfaitement claire. Calista, Joran s'éloignant rapidement des portes du salon. Tous deux riant, des tasses de café à la main. Aucune hésitation, aucun regard en arrière. Personne n'avait l'air perdu ou confus. Joran a même jeté sa carte d'embarquement dans une poubelle en se dirigeant vers la sécurité. Il ne revenait pas. Jamais. Ce n'était pas de l'oubli. C'était de l'abandon. J'ai senti la bile monter dans ma gorge. Éteignez-le, ai-je dit. Il a hésité. S'il vous plaît. Il a cliqué sur l'écran pour l'assombrir. Je suis tellement désolé, a-t-il dit doucement. Moi aussi, ai-je murmuré en m'éloignant. Je suis retourné à la voiture. Maman fredonnait quelque chose à voix basse. L'un de ces vieux hymnes qu'elle chantait en cuisinant. Elle m'a souri quand j'ai ouvert la porte, comme si rien de grave n'était arrivé, comme si sa foi la tenait encore même après tout ça. Je suis désolé que tu aies dû quitter le travail, a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas répondu, je me suis juste accroupi à côté d'elle et j'ai bouclé doucement sa ceinture. Le doux clic de la boucle ressemblait à une dernière ligne invisible tracée. Alors que je m'installais sur le siège conducteur, j'ai regardé à nouveau. Vraiment regardé. Elle avait vieilli davantage au cours des 9 dernières heures qu'au cours des 9 dernières années. Et ça m'a frappé. Il l'aurait laissée là jusqu'à ce que quelqu'un d'autre s'occupe d'elle. Il l'aurait laissée disparaître de leur vie comme si elle n'avait aucune importance. Alors que je quittais le trottoir, me réinsérant sur l'autoroute, je me suis murmuré, pas à voix haute cette fois, mais au plus profond de mes entrailles où résident les vraies promesses, ils n'auront plus de deuxième chance. Plus jamais. J'ai tendu la main et lui ai serré doucement la main. Elle s'est penchée vers moi, posant sa tête contre la vitre. Je savais que tu viendrais, a-t-elle murmuré. Et j'ai conduit, la mâchoire serrée, le cœur brûlant, planifiant silencieusement. J'ai porté maman à l'intérieur de mon appartement, un bras autour de ses épaules et l'autre agrippé à la bandoulière de son sac. Les lumières du couloir vacillaient un peu, une mauvaise câblage que je n'avais toujours pas réparé, et tout semblait plus sombre que d'habitude, comme si le monde lui-même avait perdu de sa couleur. Elle s'est arrêtée à l'entrée, hésitant comme si elle ne voulait pas salir le sol. Je lui ai dit doucement, tu vis ici maintenant, maman. Tu n'as pas à demander. Elle a offert un léger sourire, mais n'a pas répondu. Je l'ai conduite jusqu'au canapé, j'ai gonflé les coussins et j'ai tiré la couverture sur ses genoux. C'était trop calme, pas de télévision, pas de musique douce, juste le bourdonnement du réfrigérateur et le son de 2 personnes faisant semblant que tout allait bien. J'ai fait de la soupe au poulet maison, comme elle en faisait. Mais quand j'ai posé le bol devant elle, elle ne l'a fait qu'effleurer avec la cuillère, sans jamais y toucher. Je me suis assise en face d'elle, en essayant de ne pas la regarder trop fort, à quel point ses yeux avaient l'air fatigués. Peut-être qu'ils se sont juste trompés, a-t-elle dit soudainement, si doucement que cela couvrait à peine la table. Ils ne se sont pas trompés, maman. Ses épaules ont haussé, puis sont retombées.
Peut-être qu'il ne voulait pas me laisser là comme ça. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas mentir, mais je ne pouvais pas la briser davantage qu'il ne l'avait déjà fait, alors j'ai changé de sujet. Tu te souviens quand tu enseignais à l'école du dimanche? Tu avais ces histoires en feutrine découpées et le bâton chantant. Ses lèvres se sont courbées. Oh, Seigneur, ces enfants étaient tellement bruyants. L'un d'eux m'a mordu une fois fort. Nous avons toutes les deux ri. Ça n'a pas duré. Ses yeux sont retombés sur le bol, et le silence s'est étiré à nouveau. Plus tard dans la soirée, après qu'elle se soit endormie assise droite sur le canapé, j'ai pris mon ordinateur portable et je suis allé à la cuisine. Je ne pouvais pas me sortir la boule au ventre. Quelque chose dans tout cela ne me paraissait pas juste. Pas seulement l'abandon, mais la façon dont ils l'avaient planifié. La façon dont ils sont partis sans même un regard en arrière. J'avais des amis dans la logistique de voyage, et je n'étais pas contre rendre service. Un rapide SMS à un ancien client, devenu directeur régional chez Horizon Pacific Airlines, m'a donné ce dont j'avais besoin en moins d'1 heure. Quand l'email est arrivé, j'ai cliqué avec plus de force que nécessaire. Le PDF s'est chargé lentement, comme s'il savait qu'il allait ruiner ma soirée. La liste des passagers indiquait l'embarquement final pour le vol 486 à destination d'Honolulu. Liste des passagers, 16 noms. J'ai parcouru sa ligne. Non, Odessa. Pas même comme une annulation. Pas même en attente. Ma respiration s'est arrêtée. Mes mains ont saisi le bord du comptoir pendant que la réalisation germait dans ma poitrine comme du poison. Il n'avait jamais eu l'intention qu'elle y aille. J'ai regardé l'écran si longtemps qu'il s'est assombri. La bile dans ma gorge brûlait. Pendant tout ce temps, elle s'était blâmée elle-même, disant qu'ils avaient peut-être oublié, qu'ils étaient peut-être stressés. Mais la vérité était pire, ils l'avaient planifié, acheté leurs billets, fait leurs valises, pris leurs selfies de vacances, et n'avaient jamais pensé à elle assise seule dans ce terminal. Le nœud dans ma poitrine s'est transformé en feu. J'ai attrapé mon téléphone. Joran a répondu à la 3e sonnerie. Salut, Rowena, quoi de neuf? Il n'y avait pas d'excuse dans sa voix, aucune honte, juste le ton suffisant qu'il utilisait toujours quand il pensait s'en être tiré. Tu as laissé maman à l'aéroport. Il a soupiré comme si je lui avais demandé de réparer un pneu crevé. Elle n'aurait pas apprécié Hawaï. La chaleur, la marche. Allez, Rowena. Elle peut à peine traverser le centre commercial sans se reposer à chaque fois qu'elle fait 10 pas. Alors, tu l'as laissée seule dans un salon public, sans appel, sans mots, sans rien. Il a reniflé. Écoute, ne me fais pas culpabiliser. Tu as toujours été l'enfant d'or de toute façon, l'émotionnel. Nous pensions que tu interviendrais éventuellement. Je me suis figé. Tu pensais que je... Quoi? C'est ta préférée. Toujours ça. Nous avons juste fait ce qui était le plus facile. Ce n'est pas comme si elle avait été blessée. Ma bouche est devenue sèche. Je n'ai pas attendu qu'il finisse. J'ai raccroché. Le silence qui a suivi était pire que l'appel. J'ai regardé mon téléphone comme s'il pouvait tout reprendre, comme si c'était un cauchemar et que je me réveillais avec maman riant dans sa vieille cuisine, tenant une tarte et fredonnant. Mais je ne me suis pas réveillé. Au lieu de cela, je suis retourné dans le salon. Elle dormait encore, les mains soigneusement croisées comme si elle priait dans ses rêves. J'ai commencé à plier le linge qu'elle m'avait aidé à trier plus tôt. Son sac était tombé ouvert sur le bord du canapé. Je suis allé le fermer et j'ai aperçu une petite enveloppe d'ivoire nichée à côté de son étui à lunettes. J'ai marqué une pause. Il y avait mon nom dessus. Je n'aurais pas dû l'ouvrir, mais je l'ai fait. À l'intérieur se trouvait une simple carte, bleu pâle avec une hortensia peinte. Son écriture, toujours nette malgré le tremblement de ses doigts récemment, disait « Merci d'avoir toujours écouté. Tu as mon genre de gentillesse, même quand les autres la considèrent comme une faiblesse. J'espère qu'un jour nous pourrons tous être à nouveau réunis. Je t'aime toujours, maman. » Le cachet de la poste n'a jamais été estampillé. Daté d'il y a 3 jours. 3 jours avant qu'il ne l'abandonne. Des larmes ont monté, mais je ne les ai pas laissées couler. J'ai plié la carte et je l'ai tenue près de moi un moment, puis je l'ai remise là où je l'avais trouvée. Pas besoin qu'elle sache que je l'avais lue. Elle l'avait écrite, espérant, souhaitant, croyant en des gens qui avaient déjà fait leur choix. Je me suis assis silencieusement à côté d'elle, les regarder dormir,
et quand minuit est arrivé et que le monde extérieur était silencieux et noir, je me suis allongé dans mon propre lit, regardant le plafond. Il ne s'agissait pas de vacances. C'était une déclaration. Ils avaient tracé une ligne et l'avaient laissée du mauvais côté. Mais j'en avais fini de rester à cheval sur la clôture. Fini d'essayer de faire la paix dans une guerre qu'ils avaient commencée. Plus d'excuses. Fini de prétendre que nous étions encore une famille. J'ai murmuré dans l'obscurité, ils l'ont abandonné, mais je ne le ferai pas. Et le poids de cette promesse s'est installé au plus profond de mes os. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai essayé. Mon Dieu, j'ai essayé, mais chaque fois que je fermais les yeux, je la voyais. Maman assise sur mon canapé, si petite, comme si le monde l'avait écrasée à moitié de sa taille. Cette lettre dans son sac, elle tournait en boucle dans ma tête. Au lever du soleil, j'ai renoncé à faire semblant. Je suis sorti du lit, j'ai trottiné jusqu'à la cuisine et j'ai fait le café. Le doux gargouillis de la machine était le seul son dans le silence. Par la fenêtre, le ciel virait juste à ce bleu gris pâle du matin. J'ai enroulé mes bras autour de moi pendant que j'attendais que la préparation finisse, regardant la vapeur s'enrouler vers le haut. Maman dormait encore, recroquevillée sur le canapé sous la même couverture qu'elle avait refusé de quitter. Sa respiration était régulière, mais son visage semblait creux, comme si ce qui la tenait ensemble avait été tranquillement emballé et emporté. J'ai apporté ma tasse à la table de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté un site d'immobilier. J'y pensais depuis un moment. Peut-être qu'il était temps. Pas seulement une aide temporaire, pas seulement des pansements. Si maman devait rester avec moi pour de bon, elle méritait plus qu'un canapé et une couverture. Elle méritait la dignité. Un petit condo de 2 chambres est apparu à Westview, assez proche de l'hôpital, quartier calme, peu d'escaliers. Je l'ai mis en favori. C'est alors qu'on a frappé. C'était une frappe nette et assurée. 3 coups. Pas le genre hésitant que vous attendez d'un voisin ou d'une livraison. C'était officiel. Je me suis levé lentement. L'air a changé dans ma poitrine. Quelque chose d'instinctif, se serrant fermement. Quand j'ai ouvert la porte, une femme d'une 50aine d'années se tenait devant moi. Blazer gris, pantalon noir, un bloc-notes à la main. Elle a souri, mais ce n'était pas chaleureux. Bonjour. Je suis Lorraine Danton des services de protection des adultes, a-t-elle dit, en montrant un badge avant de le ranger aussi rapidement. Nous avons reçu un rapport d'inquiétude concernant votre mère. Puis-je entrer ? Je me suis figé. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Elle a incliné légèrement la tête. Cela ne prendra pas longtemps. Je le promets. J'ai fait un pas de côté. Elle est entrée avec le port de quelqu'un habitué à l'attention. Ses yeux ont rapidement balayé l'appartement. Photo sur le mur, pile de linge plié. La veste de maman jetée sur le bras du canapé. Où est Odessa maintenant ? Demanda-t-elle. Endormie, ai-je réussi ? Lorraine a noté quelque chose, puis, sans lever les yeux, le rapport que nous avons reçu alléguait qu'elle aurait pu être retirée d'un aéroport contre son gré, qu'elle est actuellement détenue ici à l'écart des autres membres de la famille. J'ai cligné des yeux. Pardon ? Elle a gardé la voix calme. Le langage utilisé était isolement et possible coercition émotionnelle. Il mentionnait également des préoccupations concernant la manipulation financière. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Mes doigts ont serré le côté de la chaise de cuisine pour rester droite. Qui a dit ça ? Elle n'a pas répondu, mais elle n'avait pas besoin de le faire. Bien sûr, c'était Calista. J'aurais dû m'y attendre. Lorraine a levé les yeux. Serait-il possible que je parle à votre mère, si elle est en état ? J'ai hoché lentement la tête. Donnez-moi 1 minute. J'ai traversé la pièce jusqu'au canapé, je me suis agenouillé à côté de maman et j'ai doucement touché son épaule. Elle a cligné des yeux éveillés, groggy, puis alerte dès qu'elle a vu mon visage. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il y a quelqu'un ici pour vous parler, maman. Une assistante sociale. Elle veut juste poser quelques questions. Ses yeux se sont écarquillés, une panique scintillant derrière eux. On m'emmène quelque part ? J'ai secoué la tête. Non, tu es en sécurité. Parle-lui juste. Dis-lui ce qui s'est passé. Je l'ai aidé à s'asseoir. Lorraine a tiré une chaise, en gardant une distance respectueuse. Bonjour, Odessa, a-t-elle commencé.
Je veux juste m'assurer que vous allez bien. Pouvez-vous me dire un peu comment vous êtes arrivé ici? La voix de maman était douce. J'étais à l'aéroport. On m'a dit que j'avais un billet pour Hawaï. J'ai attendu, mais ils ne sont jamais revenus. Je suis restée assise là pendant des heures. Mon téléphone n'avait pas de batterie. Je pensais que quelque chose s'était peut-être mal passé, mais ensuite Rowana est venue me chercher. Lorraine a hoché la tête. Et avant cela, attendiez-vous le voyage avec impatience? Maman a hésité. Oui, du moins je pensais que j'y allais, mais personne ne m'a vraiment beaucoup parlé. On m'a juste dit d'être prête. Vous êtes-vous senti en danger, sous pression? Maman m'a regardé, puis s'est retournée vers Lorraine. Non, pas par Rowana. C'est la seule qui a veillé sur moi. Lorraine a griffonné des notes, puis s'est tournée vers moi. Que faites-vous dans la vie, Madame Langlais? Je suis éditrice médicale indépendante. Je travaille à domicile. Et qui d'autre vit ici? Juste moi. Jusqu'à ce que maman vienne. Gérez-vous ses finances? J'ai attrapé mon ordinateur portable, j'ai ouvert un dossier intitulé Maman et j'ai ouvert les fichiers. Ce sont les emails de ma sœur. L'historique des textes. Voici une capture d'écran de la liste des passagers. Aucune place n'a jamais été réservée en son nom. Je l'ai confirmé avec Horizon Pacifique. J'ai aussi des enregistrements vocaux et des horodatages du système de caméra de l'aéroport. Je peux en obtenir plus si vous avez besoin. Lorraine a pris son temps pour tout examiner. Ses doigts se sont arrêtés sur la liste des passagers. Cela contredit tout ce qu'on m'a dit, a-t-elle murmuré. Je n'ai rien dit. Elle est restée silencieuse un moment, tapotant son stylo sur son menton. Puis elle s'est levée. Eh bien, je ne vois aucune indication d'abus ou de coercition ici. Tout au contraire. J'apprécie votre coopération. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est arrêtée et s'est retournée. Entre nous, a-t-elle dit, voix plus basse, les familles comme la vôtre, ce n'est pas rare. Quand les parents vieillissants deviennent gênants, il est plus facile pour certains de reporter la responsabilité sur ceux qui ont encore une conscience. Vous n'êtes pas la première personne que je rencontre qui a dû nettoyer les messes des autres. J'ai dégluti fort. Elle m'a donné sa carte. Si quelque chose dégénère, appelez-moi directement. N'attendez pas, je l'ai remerciée et j'ai fermé la porte après qu'elle soit partie. Au moment où le verrou a cliqué, je me suis appuyé contre elle, me sentant comme si j'avais été ouverte de l'intérieur. Il n'avait pas fini. Ce n'était pas juste de l'abandon. C'était un piège. Ce soir-là, j'ai préparé un dîner chaud, quelque chose de simple, et j'ai regardé un vieux film avec maman sur le canapé. Aucun de nous n'a dit grand-chose. Sa main reposait sur la mienne, et je n'ai pas bougé. Vers 21h, mon téléphone a vibré. Je n'ai pas reconnu le numéro au début, mais quand j'ai répondu, la voix a coulé à travers le récepteur comme du sirop. Alors, comment va notre petite invitée? Demanda gentiment Calista. Je n'ai pas répondu. Elle a continué à parler comme si c'était une blague entre sœurs. J'ai terminé l'appel, puis j'ai bloqué le numéro. Je me tenais à l'évier, rinçant nos assiettes quand la voix de maman a brisé le silence. Vas-tu toujours à l'église le dimanche? Demanda-t-elle, sans lever les yeux de l'orange qu'elle pelait. J'ai fait une pause une seconde. Parfois, dis-je prudemment. Pas récemment, hocha-t-elle la tête. Je veux y aller demain. Je me suis tourné complètement pour la regarder. Es-tu sûr? Ses mains se sont arrêtées. Rowana, je ne veux pas me cacher. Je veux à nouveau m'asseoir dans ce sanctuaire. Je veux que les gens me voient qui est resté à mes côtés. C'est tout ce qu'elle a dit. Mais le regard dans ses yeux en disait plus qu'assez. Alors, le lendemain matin, juste après 9h, je l'ai aidé à enfiler un pull doux, j'ai brossé ses cheveux, et nous sommes allés à la vieille église blanche sur Maple Ridge, celle où j'avais grandi. Celle où tout le monde connaissait tout le monde, et où les nouvelles voyageaient plus vite que le plateau de l'offrande. Dès que nous sommes entrés, la pièce a changé. Certains ont tourné poliment la tête, d'autres ont chuchoté. Une femme a souri trop fort et s'est détournée avant que nous puissions nous asseoir près d'elle. Mais je m'y attendais. Ce que je ne m'attendais pas, c'était le calme avec lequel maman a traversé l'allée, la main légère sur mon bras, le menton légèrement relevé. Nous avons choisi une place dans la dernière rangée, silencieuse, à l'écart, mais sa présence pulsait toujours dans l'air.
Le pasteur, le révérend Alton, est monté au pupitre à 10 heures pile. Sa voix, comme toujours, était ferme, chaleureuse, comme de la flanelle usée. Le message de ce matin, a-t-il commencé, porte sur l'honneur, pas seulement des enfants envers les parents, mais aussi des parents envers leurs enfants. Le cycle de la dignité. Maman a bougé à côté de moi. J'ai senti son souffle se couper une fois, et j'ai posé doucement ma main sur la sienne. Il a continué, parlant de soins mutuels, de respect accordé et reçu, de comment l'amour ne peut pas s'épanouir là où vit la honte. J'ai vu maman cligner durement des yeux plusieurs fois. C'était à mi-chemin du sermon que j'ai entendu le craquement de la porte latérale. Je me suis légèrement tourné, et voilà. Calista, dans un chemisier bleu poudré, feignant l'innocence comme si c'était un art, et Joran, rigide et silencieux derrière elle. Ils sont entrés comme s'ils n'avaient pas laissé un sillage de destruction derrière eux, comme s'ils appartenaient à cet endroit. Calista a halté en nous repérant. « Maman, dit-elle à voix haute, assez fort pour que les têtes se tournent. Tu es là ?» Elle a commencé à descendre l'allée, l'image d'une surprise fabriquée. « Oh mon Dieu, nous avons essayé de te joindre. » Joran a suivi, son visage sculpté dans quelque chose de plus froid que la pierre. Nous étions tellement inquiets. Je n'ai rien dit. Je les ai laissés jouer leur rôle. Le pasteur a marqué une pause, son regard a cligné vers le désordre, mais il a gardé sa place. Calista s'est penchée vers maman. Tu aurais dû nous dire où tu logeais. Nous. Mais maman s'est levée lentement, avec une sorte de poids qui ne vient pas de la faiblesse, mais de la réunion d'années de silence et de leur transformation en force. Elle s'est tenue droite, ajustant son pull, et s'est tournée vers l'avant. J'ai quelque chose à dire, dit-elle, la voix tremblante. Le révérend Alton a donné un petit signe de tête, s'écartant du pupitre. Le sanctuaire a retenu son souffle. La voix d'Odessa était d'abord douce. Vous ne me cherchiez pas, elle n'a regardé ni Calista ni Joran. Elle a regardé devant elle vers l'autel, vers la croix, vers la foule. Vous m'avez laissé assise à un aéroport pendant 9 heures. Sa voix a pris de l'assurance. Il n'y avait pas de billets, pas de vol, juste du silence. Un murmure a parcouru les bancs. Quelqu'un a laissé tomber un bulletin. Une toux a été rapidement étouffée. J'ai attendu et attendu, mais personne n'est venu. Pas ma fille, pas mon gendre. Juste du silence. Ses yeux ont jeté un coup d'œil vers la première rangée. Et pourtant, mon autre fille est venue. Rowana est venue. Elle n'a pas hésité. Elle n'a pas demandé qui devait y aller en premier. Elle s'est juste montrée. Elle s'est retournée complètement maintenant, face à la pièce. Sa voix n'a pas faibli. Pendant des années, on m'a fait sentir comme une pensée secondaire, comme un fardeau. Mais ce matin-là, j'ai réalisé qui me voit vraiment et qui ne me voit pas. Elle a marqué une pause, son souffle s'est encore coupé, puis s'est calmé. Je n'ai pas honte de là où j'ai été. Je suis fier d'avoir enfin vu clairement, et je suis fier de ma fille, Rowana. Le silence a suivi, puis un clap, puis deux, puis une vague entière de mains, les applaudissements montant comme le tonnerre à travers la lumière des vitraux. Même le révérend Alton a incliné la tête. Le visage de Calista a pâli. La mâchoire de Joran s'est resserrée. Ils sont restés figés un moment, puis se sont retournés et sont partis aussi silencieusement qu'ils étaient venus. Dehors, je suis sorti dans la lumière vive du soleil avec maman à mes côtés. Calista attendait déjà près du trottoir. Elle a marché vers nous. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» siffla-t-elle, la voix basse mais venimeuse. Je n'ai pas bronché. Rien. Ne joue pas à des jeux, Rowana. J'ai rencontré son regard. Elle t'a vu clairement pour la première fois. Joran s'est avancé, le visage rouge. Tu lui as retourné le cerveau contre sa propre famille. Non, dis-je calmement. Vous l'avez fait vous-même. Ils n'ont pas répondu. Ils se sont juste retournés et sont partis, leurs chaussures claquant sèchement sur le béton comme s'ils fuyaient la vérité elle-même. De retour à la maison, le silence semblait plus léger. Maman était assise à la table de la cuisine à couper des pêches. Elle fredonnait, une mélodie que je reconnaissais d'il y a des années. À l'époque, elle fredonnait en pliant le linge ou en remuant la soupe. Ça faisait si longtemps. Je pense que je peux dormir ce soir, dit-elle, en me glissant un bol. J'ai souri. Bien. Pour la première fois depuis des semaines, ma poitrine ne me donnait pas l'impression d'être écrasée par le poids de tout ce qui n'avait pas été dit.
Cette nuit-là, nous avons regardé le coucher du soleil par la fenêtre ouverte. Calme, paisible, jusqu'à ce que le téléphone sonne, un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Une voix douce et professionnelle m'a salué. Mademoiselle Langlais, c'est Martin Cross, avocat de la succession de la famille Langlais. Il y a eu des développements récents concernant la fiducie de votre père. Je n'ai rien dit. Il a continué, je pense qu'il est urgent que nous parlions, de préférence avant que d'autres ne le fassent. La voix de l'avocat résonnait encore dans ma tête longtemps après que la ligne se soit éteinte. Je me tenais dans la cuisine, le téléphone posé sur le comptoir, Odessa fredonnant une mélodie douce pendant qu'elle essuyait les derniers plats du petit déjeuner. Qui était-ce, chérie, demanda-t-elle, sans se retourner. J'ai hésité. Un avocat. Il a dit qu'il essayait de vous joindre depuis plus d'un mois. Elle s'est arrêtée, la serviette serrée dans ses mains. Pourquoi? C'est à propos de papa, dis-je. Sa succession. Elle a cligné des yeux, son visage illisible. C'était il y a presque 3 ans. Je sais, dis-je doucement, il a dit que quelque chose n'allait pas. Odessa n'a plus parlé ce matin-là. Elle s'est contentée de hocher la tête et est retournée essuyer le comptoir, plus lentement cette fois, comme si le poids de sa respiration était plus lourd qu'elle ne le laissait paraître. Nous sommes allés au bureau de l'avocat le lendemain, en centre-ville. 10e étage. Le trajet en ascenseur a été long et silencieux, à l'exception du bourdonnement du bâtiment et des digues occasionnelles en passant devant chaque étage. Odessa regardait devant elle, les mains soigneusement croisées sur ses genoux. Pas tendue, juste distante, comme si ses pensées flottaient quelque part quelques années en arrière. Lorsque les portes se sont ouvertes, un homme en gilet marine nous a accueillis à l'entrée. Madame Langlais et Madame Lurigne. Sa poignée de main était ferme, pratiquée. Je suis Denis Cole. Merci d'être venu. Il nous a conduits dans une pièce privée. Les murs étaient tapissés de certificats et de photos soigneusement encadrées, de couples souriants se serrant la main, de découpes de rubans à la crédibilité performative habituelle. Une table en chêne polie se trouvait au centre avec 2 verres d'eau déjà servis. Je vais droit au but, dit-il en s'installant en face de nous. Monsieur Horus Lurigne est décédé il y a 3 ans. Son testament original, déposé en 2015, nommait Odessa comme seul bénéficiaire. Cependant, l'année dernière, un testament révisé a été soumis par votre fille et votre gendre, Calista et Joran Langlais. Les yeux d'Odessa se sont légèrement plissés. Soumis où? Au tribunal des successions, dit-il doucement. Dans des procédures privées. Il a sorti un dossier, glissant une copie du document. Son nom était absent. Au lieu de cela, il était écrit, tous les biens, comptés à voir seront transmis à Calista Langlais et Joran Langlais en parts égales. La main d'Odessa s'est lentement rapprochée du papier. Ses doigts ont plané au-dessus du texte, puis sont retombés. Ce n'est pas l'écriture d'Horus, dit-elle, la voix à peine un murmure. Denis a hoché la tête. Vous n'êtes pas la première à le dire. La signature a été attestée par vos enfants, tous deux. Le silence a rempli la pièce comme un brouillard froid. J'ai regardé le papier, puis Denis. Vous voulez dire qu'ils l'ont retiré après tout? Odessa n'a pas bougé. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. J'ai été mariée à lui pendant 39 ans, dit-elle finalement, la voix douce, égale. Il m'a promis que je serais en sécurité. J'ai tendu la main sur la table, couvrant la sienne de la mienne. Denis s'est penché en avant, parlant doucement. Nous pouvons contester cela. Il y a une voie à suivre, mais elle ne sera pas rapide, et nous aurions besoin de preuves solides, analyse d'écriture, historique des documents, pistes numériques. Et ils se battront. Odessa a retiré sa main, la repliant sur ses genoux. Non, dit-elle doucement. Laissez-leur l'argent. Je me suis tourné vers elle, choqué. Maman, je veux qu'ils perdent autre chose, dit-elle, les yeux fixés sur l'avocat. Je veux qu'ils perdent leur visage, leur réputation, leur illusion. Ce trajet de retour a semblé plus long qu'il n'aurait dû. La ville est passée en un éclair de gris tamisé et de feux de freinage. Odessa n'a pas parlé, mais je pouvais dire que quelque chose en elle avait changé. Ce n'était pas le genre de silence brisé que j'avais vu à l'aéroport. Celui-ci avait des bords, nets et définis. De retour à la maison, elle s'est déplacée comme une femme qui avait cessé de s'attendre à ce que le sol sous elle soit stable. Je lui ai proposé de faire du thé, mais elle l'a refusé. Je ne veux pas de vengeance,
dit-elle, en s'installant à sa place habituelle à la table du dîner. Je veux de la dignité. Elle m'a regardé alors, les yeux clairs. Comprends-tu la différence? J'ai hoché la tête. Mais au fond, je n'étais pas sûr de la comprendre. Pas encore. Cette nuit-là, bien après qu'elle soit allée se coucher, j'ai sorti mon ordinateur portable. Je ne pouvais pas dormir de toute façon. Mes doigts bougeaient avant que mon cerveau ne rattrape. La mémoire musculaire me guidant à travers des fichiers cryptés et des canaux clandestins. Je n'avais pas utilisé ces contacts depuis des années, des gens de mes premiers jours de conseil, des gens qui me devaient des faveurs, des emails, des métadonnées, des PDF horodatés, des historiques de versions et les empreintes digitales numériques ne mentent pas. J'ai parcouru d'anciennes sauvegardes des documents scannés de papa. Une petite divergence de signature en 2015, une autre en 2018, mais en 2022, rien ne correspondait. Le document déposé par Calista avait été créé sur son ordinateur portable professionnel. Je le savais par l'idée utilisateur intégrée. Négligent. Elle n'avait même pas essayé de couvrir ses traces. J'ai marqué le fichier, je l'ai exporté, je l'ai crypté à nouveau. Le travail ne semblait pas lourd, il semblait comme respirer. Il était presque 3 heures du matin quand je suis sorti de ma chambre pour m'étirer. La lumière de la cuisine était encore allumée. Sur la table, juste au centre, se trouvait une petite enveloppe blanche, mon nom écrit dessus en cursive, soigneusement et familièrement. Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur, enveloppé dans du tissu, se trouvait l'ancien pendentif de maman. Or, légèrement terni par le temps, mais toujours magnifique. Je m'en souvenais bien. Elle le portait tous les jours quand j'étais petite, toujours glissé juste sous son chemisier. À côté, une petite note manuscrite. Tu m'as redonné ma voix. Maintenant, utilise la tienne. Je me suis assise à la table et j'ai regardé cette note pendant un long moment. Je pensais que nous aurions enfin la paix, mais ensuite l'avocat des successions a appelé. Et alors, je l'ai fait, le jour du dîner de réconciliation familiale. L'invitation était arrivée 2 jours après l'enveloppe. Objet, dîner de famille. Guérisson. Calista avait même ajouté un smiley, comme si elle envoyait un SMS à une vieille amie de l'université et non à la sœur qu'elle avait silencieusement effacée de la vie de notre mère. J'ai montré l'email à maman alors que nous étions assises sur le porche arrière, la lumière du soleil se déversant sur le bord de la table. Odessa a plissé les yeux sur l'écran, puis a haussé les épaules comme si elle venait de lire la météo. Eh bien, dit-elle, tapotant sa tasse de thé. S'ils veulent faire semblant, faisons-leur un spectacle. J'ai souri, pas par amusement, mais par une compréhension silencieuse. Le genre que l'on partage avec quelqu'un qui a traversé la même tempête assez longtemps pour reconnaître quand les nuages sont artificiels. J'ai glissé le dossier dessous ma chaise et je l'ai mis dans mon sac fourre-tout. Je ne crierai pas, lui ai-je dit. Je les laisserai simplement parler d'eux-mêmes. Le restaurant était l'un de ces endroits où Calista se rendait toujours. Au plafond, steak trop cher, serviettes en lin pliées comme de l'origami. L'hôte nous a conduits devant des tables scintillantes et des casiers à vin dans une salle privée à l'arrière. C'était faiblement éclairé avec une table en chêne poli et une vue sur la fontaine de la cour, assez chic pour mettre en scène la sincérité, assez privé pour cacher une crise. Calista était déjà là, portant des boucles d'oreilles en perles et une robe lavande trop joyeuse pour ses yeux. Joran se tenait à côté d'elle, déplaçant son poids comme un homme attendant un verdict. Ils ont offert des câlins, maladroits, tièdes, qui touchaient à peine les épaules. Maman les a acceptés avec le port de quelqu'un qui serre la main à des fantômes. Le dîner a commencé par un toast. Calista a levé son verre. À la famille, dit-elle. Que nous trouvions toujours notre chemin, j'ai rencontré son regard et j'ai doucement levé le mien. À la vérité, dis-je. Qu'elle ne reste jamais enfouie. Joran a émis un court rire, confus, peut-être nerveux. Calista a cligné des yeux comme si elle ne m'avait pas bien entendu. J'ai posé mon verre et j'ai fouillé dans mon sac fourre-tout. 3 enveloppes en manille. Je les ai placées soigneusement sur la table, une par une. Pas de mots, juste boum, boum, boum. Joran s'est penché en avant, les yeux plissés. Qu'est-ce que c'est? Avant de manger, dis-je, en regardant autour de la table, un peu de clarté. La bouche de Calista a tressailli. Rowena, est-ce que c'est vraiment? Je l'ai ignoré, me tournant vers notre cousin David, l'un des rares membres de la famille ayant un diplôme en droit et une conscience. Je lui ai glissé la première enveloppe.
Imprimé de mai, virement bancaire, réservation de vol, rapport APS, et le testament. Vous trouverez l'analyse d'écriture à la page 4. David a ouvert le rabat lentement, ses yeux parcourant les premières pages. Son expression n'a pas beaucoup changé, mais j'ai vu la façon dont ses épaules se sont raidies. La voix de Calista s'est élevée. C'est du harcèlement. Je l'ai regardé, calme. Tu as rendu maman invisible, dis-je. Je vais juste allumer la lumière. Elle a regardé Joran. Vas-tu la laisser faire ça? Joran a ouvert la bouche, mais toute défense qu'il avait prévue s'est effondrée dans le silence. Odessa n'avait pas encore parlé. Elle les regardait simplement, les mains croisées, les yeux fixes. Puis lentement, elle s'est levée. Vous m'avez laissé à l'aéroport, dit-elle, la voix claire, sans tremblement. Vous m'avez laissé comme si j'étais déjà morte. Et maintenant vous voulez la paix. Personne n'a répondu. Les fourchettes sont restées intactes sur les serviettes, les verres à vin à peine inclinés. Calista a essayé de se lever, sa chaise raclant le sol. David lui a gentiment bloqué le passage avec une main. Vous avez commis une fraude successorale, dit-il doucement. Je vous conseillerais de vous asseoir. Joran a murmuré quelque chose, mais personne n'a entendu les mots. Le visage de Calista était livide. Pas de honte, mais de calcul, comme une joueuse d'échecs réalisant trop tard que le plateau était truqué avant même d'avoir bougé. Odessa s'est tournée vers moi et a hoché la tête. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Je me suis levé avec elle, lui prenant son manteau à l'arrière de sa chaise. Pas de gloire, pas de scène, juste une fin. Alors que nous passions devant les portes vitrées, l'air nocturne nous a enveloppés, vif, libérateur. Tu ne les as pas détruits, dit maman, sa voix plus douce maintenant. Tu les as laissés se détruire eux-mêmes. J'ai expiré. Le poids sur ma poitrine n'a pas disparu, mais il s'est allégé, comme des lacets défaits après trop d'années serrées. J'ai levé les yeux vers le ciel, des étoiles pointant entre les lumières de la ville. Cela ressemblait à une clôture. Mais ce n'était pas terminé. Pas encore. Car la dernière chose que papa a laissée était un enregistrement. Le soleil ne s'était pas encore complètement couché quand nous sommes arrivés au parking du cabinet d'avocat. Odessa était assise à côté de moi, silencieuse, les yeux fixés sur le pare-brise comme s'il contenait la réponse à une question qu'elle n'avait pas encore posée à voix haute. Le vent a agité l'ourlet de son manteau quand nous sommes sortis de la voiture, l'air de la fin du printemps portant ce étrange mélange de nerfs froids et de poussière chaude. J'ai tenu la porte ouverte pour elle. Elle n'a pas parlé pendant que nous traversions le couloir silencieux, a juste donné un petit signe de tête à la réceptionniste qui nous a conduits au bureau du fond. Denny Cole n'était pas encore là. C'est son assistante qui avait appelé. Son message vocal était arrivé juste après que nous soyons rentrés de ce dîner. Madame Lurigne, c'est amie de Cole Wilkes. Nous étions en train de trier des archives et nous avons trouvé quelque chose. C'est un fichier vocal numérique de Monsieur Horus Lurigne. Nous pensons que vous et votre mère devriez venir. Le mot « trouver » m'était resté. Trouvé comme s'il avait été oublié, comme si la dernière tentative de mon père pour arranger les choses était restée quelque part dans le noir, attendant que quelqu'un se soucie assez pour la dépoussiérer. Maintenant, assise dans les fauteuils en cuir en face du bureau de Denny, Odessa a tendu la main vers la mienne. Ses doigts étaient froids contre les miens. Denny est entré quelques minutes plus tard, tenant une petite clé USB entre ses doigts. Je ne savais pas que cela existait non plus, dit-il. Apparemment, Horus l'a donné à l'un des jeunes employés ici à l'époque où il pensait voyager pour cette chirurgie à Houston. J'ai dégluti fort. Alors, il l'a fait sachant que quelque chose pourrait mal tourner? Denny a hoché la tête solennellement. Il l'a intitulé « Au cas où je ne pourrais pas revenir ». Il a contourné son bureau, a inséré le disque dans son ordinateur portable et a cliqué sur lecture. Les haut-parleurs ont crépité une seconde. Puis une voix que je n'avais pas entendue depuis plus d'1 an a rempli la pièce. Si vous entendez ceci, c'est que quelque chose s'est mal passé. Soit je ne suis pas là, soit quelque chose d'autre s'est produit que je ne pouvais pas contrôler. Les lèvres d'Odessa se sont légèrement entr'ouvertes, ses yeux fixés sur l'écran, même s'il n'y avait rien à voir. J'ai demandé à Denny de garder cet enregistrement privé à moins que les choses ne s'enveniment. Et si c'est le cas, alors vous savez ce que je craignais. Il a marqué une pause sur la bande, expirant audiblement. J'ai fait quelques changements récemment. Calista et Joran sont venus me voir, ont dit qu'ils avaient besoin d'une partie de la fiducie pour garantir un prêt commercial.
Ils étaient persuasifs. Calista a dit qu'Odessa ne comprendrait jamais l'investissement moderne. Je pensais que c'était temporaire. Je pensais que je le réparerais plus tard. L'étreinte d'Odessa sur ma main s'est resserrée. Je pouvais sentir sa respiration devenir plus courte, plus superficielle, mais si vous jouez ceci, je suppose que je ne l'ai pas réparé. Je le regrette. Il y a eu un silence pendant quelques secondes. Puis sa voix est revenue, plus basse maintenant. Rowena, je sais que nous n'avons pas toujours été d'accord, mais je t'ai regardé. Tu n'as jamais reculé quand il le fallait. Je te demande maintenant, protège ta mère. Et si je n'en ai pas fait assez auparavant, alors que cela serve à quelque chose. L'audio s'est terminé par un doux clic. Odessa est restée immobile pendant un long moment. Puis, comme si quelque chose se libérait en elle, elle s'est détournée du bureau et a laissé échapper un souffle tremblant. Ses épaules tremblaient. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage. J'ai tendu la main et j'ai pris un mouchoir sur le bureau de Denny, je le lui ai tendu, mais je n'ai pas lâché sa main. Il savait, murmura-t-elle. Il savait qu'il profitait de lui. Il a essayé de l'arrêter. Et il nous a laissé finir ce qu'il n'a pas pu, dis-je doucement. Denny s'est penché en avant. Cet enregistrement change tout. Il est admissible. Nous pouvons contester les modifications apportées à la fiducie. Nous pouvons poursuivre Calista et Joran si vous le souhaitez. Odessa n'a pas parlé pendant un moment. Puis elle s'est redressée, s'est essuyé le visage avec le dos de sa main. Je ne veux pas de leur argent, dit-elle, la voix maintenant ferme. Mais je veux que la vérité soit enregistrée. Je veux que cela vive dans le papier, dans les actes judiciaires, dans les faits. J'ai regardé Denny et j'ai hoché la tête. Nous déposons, pas pour la succession, mais pour rétablir les choses. Il a souri, pas méchamment. Cela les piquera plus que n'importe quel chèque ne le pourrait jamais. Nous sommes sortis du bureau juste après 20 heures. Le ciel était sombre maintenant, mais pas lourd. Le genre de nuit où le deuil n'étouffe pas, il s'assoit juste à côté de vous comme un vieil ami qui a finalement dit ce qu'il fallait dire. À la maison, Odessa est allée directement dans sa chambre. Je l'ai suivie quelques minutes plus tard et j'ai ouvert la boîte en bois qu'elle gardait sur l'étagère dans le couloir. À l'intérieur, j'ai trouvé leurs vieilles photos de mariage, prises dans un jardin de mairie par un après-midi venteux de novembre. Ils avaient l'air si jeunes, si pleins d'espoir. Je l'ai apporté à la cuisine et je l'ai posé sur le comptoir. Puis j'ai allumé une petite bougie blanche à côté. La flamme vacillait doucement, projetant des ombres sur leur sourire. Un instant plus tard, Odessa est entrée. Elle tenait quelque chose dans sa paume. C'était le pendentif, celui qu'il lui avait donné pour leur 20e anniversaire. Un simple médaillon en argent qu'elle ne portait plus depuis des mois. Elle l'a posé à côté de la photo. Il a parlé, dit-elle doucement, les yeux fixés sur la bougie. Et maintenant, moi aussi. Nous sommes restés là en silence, non pas en deuil, mais en souvenir. Je ne m'attendais pas à l'équipe de télévision devant notre porte le lendemain matin. Au début, j'ai pensé que quelqu'un s'était peut-être trompé de chemin dans notre rue endormie. Mais ensuite, j'ai vu la femme, probablement dans la trentaine, vêtue d'un blazer pâle, se tenant sur le porche comme si elle connaissait déjà le poids de ce qu'elle venait demander. Madame Lurigne, dit-elle alors que j'ouvrais la porte à moitié. Je suis Jenna Reyes, Chanel 8. Nous avons vu votre récente requête légale. Seriez-vous, vous ou votre mère, disposés à parler officiellement? J'ai cligné des yeux un instant, incertaine de la façon dont ils avaient trouvé notre emplacement. Les registres publics, bien sûr. Cet enregistrement avait été versé au dossier avec la requête, et apparemment, il n'a pas fallu longtemps pour que quelqu'un le remarque. Derrière elle, une équipe de 2 caméramens ajustait son équipement. Jenna tenait un petit micro portatif, mais ses yeux n'étaient pas agressifs. Ils étaient curieux, peut-être même gentils. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu les pas d'Odessa derrière moi. S'ils veulent l'entendre, dit-elle calmement, peut-être qu'il est temps de la leur dire. Je me suis retourné, seulement si c'est selon nos termes. Elle m'a donné le plus léger des hochements de tête. Alors asseyons-nous. Tu auras besoin de café. Nous ne nous sommes pas pomponnés ou changés de vêtements. Odessa portait son doux cardigan gris et ses chaussons. Je portais un jean et mon vieux t-shirt de travail. Mais nous avons dégagé un petit espace dans la salle à manger, et Jenna a promis qu'elle ne transformerait pas nos mots en quelque chose de sensationnaliste.
La caméra a commencé à enregistrer. Odessa s'est redressée. Je m'appelle Odessa Lurigne, commença-t-elle, la voix ferme. Et l'hiver dernier, mes enfants m'ont laissé seul à l'aéroport. Ils ont pris la voiture. Ils savaient que je ne pouvais pas marcher loin. Ils m'ont dit d'attendre, mais ils ne sont jamais revenus. Je pouvais sentir une pression monter dans ma gorge, mais elle ne pleurait pas. Elle ne tremblait même pas. J'ai attendu pendant 3 heures, continua-t-elle. Ensuite, j'ai appelé ma fille, Rowena. Elle a conduit toute la nuit pour venir me chercher. Je ne veux pas de pitié. Je veux que les gens arrêtent d'oublier les personnes qui les ont élevés. Les yeux de Jenna se sont adoucis. Je suis intervenu, ajoutant seulement ce qui comptait. Il y avait une fiducie. Elle a été manipulée après le décès de mon père. Mais il ne s'agit pas de l'argent. Il s'agit de la vérité. Ils nous ont remerciés ensuite, ont remballé leur matériel respectueusement et ont dit que le segment serait diffusé à 19h. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Les histoires locales étaient généralement enterrées sous les rapports de circulation et les alertes météo. Mais au moment où le soleil s'est couché derrière les collines, nos téléphones vibraient sans arrêt. Ma boîte de réception, les réseaux sociaux d'Odessa, même le téléphone fixe, l'histoire avait touché une corde sensible. Cela m'a brisé le cœur. Nous avons échoué envers nos aînés. J'ai vu ma mère dans ses yeux. Ils ont laissé ma grand-mère à une station-service une fois. Je ne leur ai jamais pardonné. Certains ont offert des prières. D'autres ont offert des ressources. Une infirmière retraitée du Kansas a écrit qu'elle l'avait vu trop souvent en silence. Un jeune homme de l'Illinois a demandé comment il pouvait aider. Le clip est devenu viral en moins de 24 heures, mais avec la lumière est venue l'ombre. J'ai reçu un appel l'après-midi suivant de Denny, l'avocat. Ils veulent régler, dit-il. Je n'ai même pas eu à demander qui. Discrètement, j'imagine ? Bien sûr. L'entreprise de Calista perd des contrats de marque. Joran a été mis en congé administratif de son poste au conseil d'administration. J'ai marché dans la cuisine. Odessa assise près de la fenêtre, sirotant du thé, lisant une autre lettre manuscrite qui était arrivée dans notre boîte aux lettres, une femme de l'Oregon. Elle avait joint une photo de sa mère, maintenant décédée. Dites-leur, dis-je à Denny, le silence était leur choix, pas le nôtre. Il a laissé échapper un long souffle. Compris. À la fin de cette semaine-là, Odessa était en tête des tendances sur Twitter, pas pour le drame ou la rage, mais pour la grâce. Elle ne lisait plus les commentaires, pas tous, du moins, mais elle gardait une pile imprimée de ceux qui avaient du sens. Ils étaient assis dans un petit plateau à côté de la télévision entre son sac de tricot et un bol de bonbons au caramel salé. Ce week-end-là, j'ai ouvert l'ordinateur portable et j'ai commencé à esquisser quelque chose qui était resté dans le fond de mon esprit pendant des semaines. Une idée, un espace, un retour. Début juin, j'ai déposé les documents. Le retour silencieux. Ce serait une petite organisation à but non lucratif axée sur la dignité des aînés, la défense des droits, la sécurité du logement, et quelque chose de simple mais de profond, un réseau de bénévoles pour accompagner les passagers âgés dans les aéroports, afin que personne n'ait à attendre seul. Pour que personne n'ait à se demander si la voiture allait vraiment revenir. J'ai utilisé une partie de mes économies de consultation pour la lancer. Ce n'était pas un grand geste, mais c'était un début. La première réunion du conseil d'administration s'est tenue dans la salle arrière d'un centre communautaire du centre-ville. Nous avons apporté des biscuits achetés en magasin et une carafe de limonade. Odessa est entrée, s'appuyant légèrement sur sa canne. Je l'ai aidée à s'asseoir à la tête de la table. Maman, dis-je, en faisant glisser la pancarte vers elle. Ta chaise, émérite. Elle l'a regardé une seconde, puis a laissé échapper un rire silencieux, le premier depuis longtemps qui ne portait aucune trace de chagrin. Est-ce que ça vient avec des collations, demanda-t-elle. Nous avons tous ri. Et pour une fois, il ne semblait pas que nous rions malgré quelque chose, mais parce que nous pouvions le faire. Au cours de la réunion, Odessa s'est assise tranquillement, écoutant, hochant occasionnellement la tête. Une fois, elle a levé la main. Nous devrions inclure les petits aéroports de ville, dit-elle. Ce sont ceux où les gens oublient. À la fin de la journée, je l'ai reconduite à la maison. Le soleil était chaud sur le tableau de bord. Odessa posa sa main légèrement sur la mienne. Tu vas bien, demandai-je. Elle hocha la tête. Mieux que je ne l'ai été depuis longtemps. Cette nuit-là,
Après qu'elle soit allée se coucher, je suis resté dans la cuisine. La bougie de la photo de mon père était toujours là. Elle avait brûlé bas, presque éteinte. J'ai regardé par-dessus la pile de dossiers sur la table, les plans pour l'organisation à but non lucratif, les demandes des médias, même une note d'un ancien maire offrant de l'aide. Et j'ai murmuré, presque sans le vouloir, tu m'as tout donné, maman. Je t'ai juste rendu l'appareil.